Bonsoir et à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, chers étudiants, monsieur le maire, bonsoir. Salut. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette deuxième conférence organisée dans le cadre du 90e anniversaire de la faculté de philosophie de l'Université Laval. Notre faculté, comme vous le savez, célèbre cette année ses 90 ans d'existence. Et alors que la plupart des unités d'enseignement et de recherche à travers le monde sont des départements rattachés à d'autres facultés, la nôtre est l'une des rares au monde à bénéficier de ce statut facultaire. Et c'est un statut auquel nous sommes profondément attachés, et qui est le résultat lui-même d'un long processus qui reflète l'évolution culturelle et intellectuelle de la société québécoise et aussi celle de l'Université Laval. Longtemps avant la fondation officielle de notre faculté, qui remonte à 1935, la philosophie était déjà enseignée au Séminaire de Québec, l'ancêtre de l'université, puis à la faculté de théologie à la fin du 19e siècle. Durant les premières décennies du 20e siècle, le nombre d'étudiants dans toutes les disciplines augmente rapidement. Et dans la foulée de la création de l'École normale supérieure, qui donnera naissance à de nouvelles facultés, on fonde d'abord une école, puis un institut de philosophie, et on accueille de nombreux professeurs de l'étranger, comme Charles de Coninck, que vous connaissez son nom, un bâtiment pas très loin d'ici, et à une très vaste dynastie. À cette époque déjà lointaine, les étudiants pouvaient déjà venir à l'université en tramway. On espère qu'il va avancer un peu. Pour souligner l'anniversaire de la faculté, nous avons fait le choix de mettre en lumière l'actualité et aussi l'histoire de la faculté de philosophie. Nous avons voulu inviter non pas uniquement des philosophes de profession, mais aussi et peut-être surtout des personnes que la philosophie accompagne de différentes façons dans leur travail au quotidien. Notre invité ce soir, M. Bruno Marchand, le maire de Québec, vous le savez possiblement, a complété un certificat à la faculté de philosophie avant de s'orienter vers le travail social. Un diplôme. Un diplôme? Oui, c'est entre le certificat et le bac. Voilà, bon. J'étais heureux de savoir que c'est la seule faculté qui a fait un diplôme comme ça. Merci beaucoup. Et donc, plus récemment, comme vous le savez, il a fait le saut en politique. Donc, ce soir, il a l'occasion aussi de rencontrer ses anciens profs. Il confiait en novembre dernier à un journaliste de la presse que la philosophie le sert tous les jours. Par exemple, lors d'une prise de décision qu'il doit ensuite justifier auprès des élus et de la population. On a été piqué par la curiosité et on a voulu en savoir plus sur l'approche philosophique du maire. Et nous l'avons donc invité à venir nous en parler ce soir. Dans son entretien à la presse, M. Marchand évoquait aussi Alexis de Tocqueville, selon qui la démocratie est naturellement menacée. Et considérant le climat délétère de la recherche scientifique qui s'est installé au sud de la frontière, de même que le mépris de la raison au profit de la force dans l'espace public, il est urgent de réfléchir à l'avenir de nos sociétés démocratiques. Je suis d'ailleurs ravi d'annoncer que la faculté de philosophie pourra prochainement compter sur une nouvelle chaire de recherche visant à lutter contre les dangers qui menacent la démocratie, comme la désinformation ou encore la perte de confiance dans nos institutions. Une démocratie qui est saine, vivante, passe naturellement aussi par la justice, et les villes ont un rôle important à jouer à cet égard. J'ai remarqué que dans ses interventions, M. Marchand se plaît à citer avec raison les travaux des épidémiologistes britanniques Richard Wilkinson et Kate Pickett, plutôt que des textes des grands philosophes, afin d'éclairer les causes profondes des inégalités sociales. Qu'il me permette cependant ce soir de citer la phrase célèbre choisie par Henri Bergson à l'occasion de l'ouverture du Congrès des Cartes à Paris en 1937. Bergson disait « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». Cette devise exigeante me semble correspondre, au moins en partie, à la façon dont M. Marchand incarne la philosophie avec son équipe depuis 4 ans à l'Hôtel de Ville. Face à des idées souvent contraires aux siennes, il doit se remettre en question et faire des choix, parfois difficiles, souvent déchirants, et se résoudre à aller de l'avant, même si les choses paraissent parfois sans espoir, afin de servir ses concitoyens au meilleur de ses capacités. Avant de lui céder la parole, j'aimerais saluer son engagement authentique dans la cité et le remercier aussi au passage pour les nouvelles stations de vélo qui verront le jour cette année. J'ai hâte d'en voir pousser quelques-unes à Cap-Rouge et à Saint-Augustin. Et souhaitons, en terminant, que la ville de Québec demeure encore longtemps forte et fière. J'arrive avec immensément d'humilité. Sincèrement. Puis c'est même pas l'once d'une flagornerie, l'ombre d'une flagornerie. Moi, ce monsieur-là m'a enseigné Aristote, Jean-Marc Narbonne. Il y a une somme de connaissances dans cette tête-là que même si je vivais 4 vies, j'atteindrais jamais. Je vous jure, c'est pas de la flagornerie, c'est impressionnant.
Et quand j'ai accepté, je l'ai accepté par amour pour la faculté, par amour pour la philosophie, parce que la faculté m'a donné, parce que des Thomas de Coninck, des Jean-Marc Narbonne, des Victor Thibodeau, des Philippe Ny ont fait de moi, en me brassant, en me remettant en question, en m'enseignant, en m'amenant ailleurs. Mais jamais, 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 jamais avec la prétention de pouvoir faire quelque chose qui ressemblerait à ce qu'eux pourraient faire ici si on parlait de philo-politique. Je ne suis pas un penseur de philo-politique. Il y a des gens pas mal meilleurs que moi pour le faire. Fait que quand j'ai accepté, je me disais, bon, d'un côté, j'ai envie de redonner. Si on me le demande, j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Puis en même temps, un peu intimidé de qu'est-ce que je vais raconter. Un peu intimidé de qu'est-ce que je vais raconter parce que, oui, je peux vous parler de Léviathan de Thomas Hobbes, ou je peux vous parler de Platon, de la République, je peux vous parler d'Aristote, je peux vous parler de plein de gens, plein de philosophes, mais jamais, jamais comme de bons et grands et d'excellents pédagogues, penseurs peuvent le faire. Fait que là, c'est peut-être pas ça qu'ils viennent chercher. En tout cas, s'ils viennent chercher ça, c'est le temps de partir, c'est le temps de regarder votre montre, de faire « déjà 5h40, j'avais oublié que je devais rentrer à la maison, vous partez, puis on vous en tient pas rigueur. » Mais sinon, j'avais plus envie d'avoir cet échange-là avec vous, puis vous allez voir, j'ai pas envie de faire une conférence d'1 heure, parce que je vais répondre à vos questions, mais je veux qu'on soit plus dans l'interactivité. Vous avez eu votre journée de travail aussi, et j'ai envie qu'on se mélange un peu. Parce que pour moi, la cité, l'amour de la cité, la première chose, c'est le mélange. C'est le mélange. On part nécessairement, même si on peut tous se revendiquer de la même provenance, on part nécessairement de différences. Alors, j'avais envie de forcer ce mélange-là, et j'avais envie de vous dire qu'il y a une raison qui fait que je me suis inscrit en philosophie, et je vais vous poser la question pour vous ce soir. Et pourquoi la philosophie dans ma vie? C'est un mot qu'on nomme souvent, mais qu'on nomme pas assez souvent, selon moi, c'est pourquoi. Pourquoi? Et je pense que quand on répond à des pourquoi, on est beaucoup plus à même de comprendre le monde, un tant soit peu, pas toujours complètement. On est beaucoup plus à même de comprendre ce que l'autre fait ou ne fait pas, pourquoi il le fait, c'est beaucoup plus important selon moi. Et or, dans cette société très rapide, on a tendance à escamoter les pourquoi pour savoir, deviner, affubler de mon jugement ce pourquoi l'autre le fait. Et je pense que si on a plus de pourquoi, je pense qu'on est une meilleure société. Je pense qu'on est des meilleurs individus et on a une meilleure cité. Parce qu'à travers nos différences qui demeureront, si on est au moins capable de se demander pourquoi, on est déjà dans un dialogue qui, je pense, peut nous amener à mieux se comprendre. Alors, première question que j'ai pour vous. Pourquoi vous êtes ici à ce soir? Clément, c'est fantastique. Clément, c'est sa fête. Il vient passer sa fête avec moi. Tu sais, je veux dire, j'ose pas lui demander pourquoi, mais bonne fête, Clément. J'espère que ça sera mémorable, mais j'espère que tu as quelque chose après. Mais je vais prendre Pourquoi vous vous êtes dit à soir, à 5 heures, à part ceux qui sont obligés, là, pourquoi vous êtes dit, j'ai envie d'entendre parler le maire de Québec et de philosophie? Pourquoi? Allez, on prend quelques réponses. Personne qui est obligé. Il n'y a personne qui est obligé. Mais moi, je suis très à l'aise dans le silence. Oui? Comme on entend à mon accent, je viens de France, et on a un président qui s'est un peu... Plus fort, s'il te plaît. Je vais répéter. Plus fort? Oui, plus fort, puis je vais au pire, je vais. Allez-y. Criez, allez-y, déclamez. Ah, voilà, même un micro. Donc venant de France, comme on peut l'entendre à mon accent, on a un président qui s'est revendiqué être un président philosophe, à l'image peut-être du philosophe roi platonicien, et qui a plus l'air d'un Machiavel mal compris qu'autre chose. Et donc la raison pour laquelle je suis là, c'est que je voulais vraiment essayer de comprendre ce qui pouvait motiver l'usage de la philosophie en politique, ouais. Pas simplement comme un argument rhétorique ou démagogique, mais aussi vraiment comme une vraie démarche réflexive sur la pratique de la politique. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour la philosophie dans la politique aujourd'hui? Nao, es-tu capable de m'amener une feuille et un papier et un crayon, s'il te plaît? S'il vous plaît. Naomi qui travaille avec moi, qui a la gentillesse de me faire passer pour plus intelligent que je suis. Intéressante question. Et tout le débat autour du pourquoi on fait de la politique,
pourquoi on utilise la philosophie en politique si on l'utilise, qu'est-ce qu'on va en faire, c'est intéressant, je vais y revenir. OK, je prends plusieurs questions, mais je vais aborder ça. Oui? Moi, je suis fière d'avoir un maire, vraiment, qui est capable d'être plus dans le discernement que dans le jugement. Et je pense que quand on fait la philosophie, c'est un atout d'être plus dans le discernement que dans le jugement. Alors, je suis bien fière de vous. Ah, merci, merci. Je suis content parce que je vais juste faire une brève réponse, je vais poursuivre quand je vais avoir pris toutes les questions, mais je m'étais promis, quand je me suis inscrit en politique, de ne pas faire de la politique de niche. La politique de niche, on en voit de plus en plus, surtout avec une multiplication de partis. En Europe, c'est plus traditionnel. Ici, c'est plus récent. On a 4-5 partis, notamment, entre autres, au niveau du Québec. Ça peut devenir facile de calculer qu'à 30, 32, 33, 34, 35% de la population, on peut former un gouvernement. Pas un gouvernement d'alliance. Un gouvernement en soi et pour soi, parce qu'on est dans des logiques différentes de l'Europe sur certains espaces politiques. Et donc, ça fait en sorte qu'on peut parler juste à sa gang, mobiliser sa gang, son espace électoral, et faire en sorte qu'on peut gagner. Et moi, je trouve ça très dangereux. J'ai joué aux échecs longtemps, j'adore les échecs, je suis capable de bonnes stratégies, mais par principe, je me suis toujours refusé à faire de la politique de niche. Par contre, la politique de niche, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus payant. On va y revenir, mais pour moi, la philosophie fait partie de cette barrière qui m'empêche de faire de la politique de niche. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là, à tort ou à raison. Moi, je pense à raison. D'autres pourquoi? Moi, je trouve que c'est un beau privilège que nous avons que de vous parler aujourd'hui, surtout que je trouve que c'est intime comme rencontre. Oh. C'est intime. Ouais, je trouve ça intime, puis c'est un beau privilège. Vous parlez avec beaucoup de gens. Vous devez aussi, je l'ai répété, je l'ai dit tout à l'heure, vous devez gérer différentes opinions. Vous avez été élu, je ne sais plus par combien de pourcentage, mais il y a des gens qui sont... C'est drôle que je parle de politique de niche parce que j'ai été élu à peu près avec une niche. J'ai été élu avec à peu près autour de 32-33%. C'est ça, tu sais, vous devez, j'imagine, gérer justement, il y a des critiques peut-être un peu sévères. Il n'y a aucune critique en politique, j'ai jamais entendu aucune critique. Mais je n'ouvre pas ma radio à Choix FM, ça m'empêche de leur blague. Je vous remercie. Par exemple, comme là, je suis capable de m'adresser à vous, puis vous avez un gros cheminement. Vous avez parlé avec plusieurs personnes. Moi, je m'adresse à vous. C'est un beau privilège pour moi. OK, merci. D'autres pourquoi? Oui? La philo a beaucoup réfléchi sur la politique, la cause est entendue. Moi, ce soir, je m'attends de votre part à une réflexion de votre part sur la philosophie. Si c'est bien évident qu'on va vous entendre sur les avantages que votre formation en philo a pu vous donner, moi, je serais intéressé de savoir en quoi elle vous dessert, en quoi elle vous nuit, en quoi cette formation-là, vous allez vite réaliser à quel point vous pourriez frapper des obstacles assez de taille avec des... Ah, c'est intéressant, ça. Alors moi, je serais intéressé à savoir comment le politique peut réfléchir et peut critiquer la formation de diplôme en philo qu'il a reçu dans la vie de tous les jours, concrètement. C'est très intéressant. Ça va être ma vengeance. De tous ceux qui m'ont fait souffrir, qui m'ont imposé la phénoménologie de l'esprit d'Hegel. C'est très payant citer Husserl en politique municipale pour les... Il y a à peu près une ligne en haut de la page, puis le reste, c'est des notes. C'est pour dire que le mot allemand qui a été choisi, ça m'a fait capoter, ce livre-là. Ça, puis quelques livres de Kant. Ceux qui font de la philosophie ici, là, savent que ces livres-là, il est rendu 10 heures du soir, il faut que je me rende à la fin du chapitre. Là, tu tournes une page, là, tu vois toute la série de notifications. Aïe, de belles soirées. Mais oui, je vais l'aborder, intéressant. D'autres raisons, pourquoi? D'autres pourquoi qui n'ont pas été nommés? Oui? J'ai étudié ici en 70, ça ne me rajeunit pas, et j'ai enseigné la philo pendant 35 ans, et j'essayais de convaincre les étudiants que c'était utile, la philo. Alors, j'aimerais ça que vous me confortiez ce soir. On aurait compensé que c'est 35 ans de service. Oui, on servait à quelque chose? Oui. OK, c'est une petite mission, je vais faire ça rapidement, c'est facile. Merci. D'autres pourquoi qui n'ont pas été nommés?
Au pire, on les renommera tantôt, mais je peux partir avec ça, c'est intéressant. Oui? Moi, j'aimerais savoir jusqu'où vous allez dans la vérité. Ah, c'est intéressant, ça aussi. Oui, la vérité de fait, jusqu'à quel point vous en conservez, puis jusqu'où vous allez dans la transmission, à qui et pourquoi. Ah oui, oui. C'est une magnifique question. OK, on commence, puis si en cours de route, il y a des choses que vous trouvez qui grincent ou que j'oublie ou que vous avez envie d'ajouter, levez la main, on va prendre le temps de le faire. Je vais commencer par le premier défi de la politique, à mon avis, puis là je vais poser un jugement. Ça revient, je pense, à Thomas Hobbes. Je pense que le premier enjeu, pourquoi on se regroupe dans une cité, même encore aujourd'hui, c'est la sécurité. Il y a plein d'objets, il y a plein d'objectifs, il y a plein de raisons, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue, je pense, en politique, qu'une des raisons qui fait que les gens se regroupent, une des raisons, mais une raison quand même importante, c'est la sécurité. Et pire que ça, c'est le sentiment de sécurité. Et regardez toutes les campagnes électorales récentes, on parle du sentiment de sécurité. À tort ou à raison. De façon démagogique ou pas. Regardez la dernière campagne américaine. Regardez les discours actuels politiques dans la campagne fédérale. Regardez ce qui se passe avec certains gouvernements. On parle de sécurité. Et on fait appel à ce qu'il y a parfois de plus bas instincts chez les individus, c'est ce sentiment de peur. C'est très payant pour changer un gouvernement de faire peur. Et pour faire peur, on ne peut pas juste dire « vous ne pourrez plus vous acheter des manteaux bleus ». On s'en fout. Même si on est bien attaché au bleu. Pour faire peur, il faut travailler le sentiment de sécurité. C'est le sentiment de sécurité à la politique, ce que la voirie, les déchets, le déneigement est à la politique municipale. Ça ne peut pas être juste ça, mais si vous ne vous occupez pas de ça, vous n'allez pas avoir des grands projets ou beaucoup de vélos. Vous allez vous péter la gueule. Je ne veux pas réduire le fait qu'on se regroupe dans une cité juste pour ça. C'est pas ça que je dis. Mais je veux juste dire que si on perd la sécurité ou le sentiment de sécurité, c'est facile d'être attaqué et on devient très vulnérable et le projet politique perd beaucoup de sa force, de ses socles. Certains d'entre vous diraient « oui, mais il y a quelque chose de très tribal là-dedans, on n'est pas en Amazonie, on se regroupe pour se protéger à 4-5 familles, petites tribus, 12-20 pour être menacé de l'autre tribu. On n'est plus dans les années moins 4000, moins 2000, médiévales, peu importe. » Non, vous avez raison. Mais regardez la dernière campagne américaine, beaucoup de thèmes tournent autour de la sécurité. Et un des endroits les plus faciles de faire peur aux gens, c'est sur la question de l'immigration. La sécurité, elle est très facile à éveiller comme sentiment d'insécurité quand on parle de l'autre, quand on parle des autres, quand on parle de l'étrange, des étranges. Ceux qui sont loin de nous, ceux qui ne nous ressemblent pas. Ceux qui pourraient nous menacer. Menacer comment on vit, menacer qui nous sommes. Et avec ça vient des débats parfois très, très, très bas niveau sur ça veut dire quoi être en sécurité et parce qu'on est menacé, quelles actions devons-nous prendre pour assurer la sécurité. Quand le président américain prend 200 salvatoriens supposément associés à un gang et sans procès décide de les expulser, manu militari, c'est exactement ça qu'il fait. C'est pas ça qui va changer la sécurité aux États-Unis sur une population de centaines de millions de gens. Mais ce qu'il fait, c'est de dire, je vais vous créer un endroit sécure à ceux qui ont peur. Si on ne parle pas de ça, si on ne tient pas compte de ça, nos plus grands projets politiques, nos plus grands idéaux politiques, selon moi, sont plus difficiles à faire arriver. Maintenant, c'est fascinant comment, même dans un pays comme le Canada, on se dit, non, nous autres, on est à l'abri de ça, on est capable d'élever la conscience, d'élever le débat politique plus largement que ça.
Regardez la campagne fédérale actuelle. C'est un enjeu de sécurité. Au sens où sommes-nous menacés ou pas par le voisin américain qui a été longtemps notre ami? Et plusieurs personnes se sentent insécures. Pas tant d'un envahissement, peut-être certains, peut-être pas d'autres, mais de perdre un socle de stabilité où je me sens dans une situation de menace. Regardez la campagne fédérale, à tort ou à raison, un candidat qui avait 20 points d'avance se retrouve avec 5 points de retard, 7 points de retard sur des enjeux liés à... Puis je présume ici dans la pièce, là, vous suivez plus la politique que la moyenne des autres. Cette campagne-là, elle tourne autour de quoi? Presque d'un seul thème. Presque d'un seul thème. Et ce matin, on apprenait que dans certains algorithmes, les questionnaires politiques, quand on demande aux gens qu'est-ce qui est important pour eux dans cette campagne-là, que la question environnementale est rendue le 8e thème en termes d'importance pour les Canadiens et des Québécois par rapport à la campagne actuelle. C'est fascinant. C'est fascinant parce que c'est pas les universitaires que je vais apprendre que nous sommes probablement plus menacés par les changements climatiques. Notre sécurité est probablement plus menacée par les changements climatiques qu'elle l'est par la situation actuelle économique américaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas sans conséquence, c'est pas ça que je veux dire. Mais je nous ramène juste cette idée que si on oublie ça, nécessairement, on a un grave enjeu. Quand je me suis lancé en politique, je ne savais pas exactement ça. Mais je l'ai appris. Je l'ai appris parce que je me suis rendu compte à quel point, si on ne travaille pas cet élément-là tout le temps, qu'est-ce qu'on risque de faire? C'est qu'on risque de permettre à des démagogues de faire quelque chose de grave avec l'insécurité. Et ça, honnêtement, c'est une des choses que la philo m'a appris. C'est notre devoir, si on veut être femme et homme de bien, être personne de bien. Ça suppose aussi de voir venir les coups pour éviter qu'on laisse un climat délétère survenir. Puis, je ne suis pas en train de dire que j'y suis arrivé, l'élection le décidera, mais qu'on laisse un climat délétère qui fasse en sorte de faire émerger parfois les plus bas instincts et les plus grandes peurs et créer dans une cité quelque chose qui est, je pense, dommageable. Et donner des réponses à des enjeux qui sont des sentiments d'insécurité, mais donner des solutions très drastiques. Ça, je pense, c'est un défi qui nous guette. Et vous savez que quand ça arrive, les penseurs de ce monde n'arrivent plus à couvrir tout le bruit ambiant autour de l'insécurité. Même les plus grands érudits, même s'ils prennent la parole, même les plus grands influenceurs politiques, je ne dis pas ça au sens du sens influenceur actuel, n'arriveront pas à renverser une tendance. Je vous donne un autre exemple par rapport à ça. L'itinérance. Si on ne s'occupe pas de l'itinérance, pas parce qu'on ne veut pas s'en occuper, mais si on ne trouve pas des solutions, il y a un jour, il y a quelqu'un qui va dire, à la suite d'un événement traumatisant, ben, si c'est comme ça, les itinérants vont s'en occuper et on va les parquer à quelque part. Parce que c'est pas vrai que, suite à tel événement, on va laisser les itinérants nous faire peur. Ce que je dis là, c'est un discours que je ne partage pas, que je pense qu'il ne devrait jamais arriver. Mais je pense que ça doit faire partie, dans nos analyses aussi, du fait de pourquoi il faut être capable de s'occuper du sentiment de sécurité. Et même si on croit à un grand idéal, si on ne s'occupe pas de la base, ça peut nous revenir comme un boomerang et faire en sorte de nous éloigner des idéaux qu'on a. Après ça, si on fait juste ça, je pense qu'on s'éloigne de ce que une cité peut amener. Dans une des questions, on parlait des obstacles de la philo. Puis c'est un obstacle qu'elle a créé sans peut-être le vouloir. Mais rappelez-vous la campagne américaine où John Kerry était candidat et où les candidats américains devaient faire semblant de ne pas savoir d'autres langues que l'anglais. Vous souvenez-vous de cette campagne-là? Puis John Kerry, qui parlait français, devait cacher qu'il parlait français parce que c'était élitiste. Pourquoi j'amène ça? C'est qu'on est dans un monde où c'est très payant pas savoir. C'est fou quand même. Sarah Palin,
était, dans certaines de ses campagnes, ignorante et elle assumait son ignorance. L'enjeu ici, c'est pas grave d'être ignorant de quelque chose. Là. On est tous ignorants de plein de choses. Mais de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir changer son ignorance, ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et le prix à payer, c'était de dire, si je change mon ignorance, je deviens parmi les élites que je dénonce. Alors, la philo, sans même le vouloir, juste parce qu'on nomme le mot philosophie, c'est pas une belle carte à jouer pour un politicien un diplôme en philosophie. Là. Non, mais on va être franc, là. Il n'y a personne qui fait « Ah, ça, c'est quelqu'un de proche du peuple. » Non. C'est pas une belle carte à jouer. C'est pas une carte intéressante. Oh, oui, peut-être pour certains, ça peut paraître... mais sur un plan mathématique politique, la philosophie, en soi et pour soi, juste en existant, éloigne, dans le climat actuel dans lequel nous sommes, et il est moins pire ici qu'ailleurs, il est moins pire qu'ici que dans certains États américains, il est moins pire qu'ici que dans certains États dans le monde, éloigne de cette idée qu'on peut être proche des gens. La philosophie, sans le vouloir, probablement, dans ses obstacles, elle a induit, ou elle n'a pas pu faire autrement, que c'était quelqu'un dans une tour d'ivoire, de très intelligent, mais complètement abonné à la distance, à l'éloignement, à utiliser des mots qui ne se comprennent pas, puis à essayer d'échafauder des concepts qu'on ne comprendra pas, même une fois que la personne va les avoir expliqués. La tour d'ivoire philosophique, elle existe juste parce que il y a un préjugé qui perdure, il y a un préjugé qui a cours, il y a peut-être un préjugé auquel qu'on nourrit aussi. Moi, je vais être franc, quand j'étais en philosophie, je trouvais qu'il y avait des gens, étudiants ou enseignants, qui s'assuraient de démontrer qu'ils étaient dans une caste supérieure. Ça existait. Mais ça n'existe pas juste en philosophie, là. Ça existe en médecine, ça existe les ingénieurs. Il y a des ingénieurs dans la pièce, mais... Vous savez comment on fait pour savoir qui est un ingénieur dans une pièce? Vous n'avez rien à faire, ils vont venir vous le dire. Bon, je m'excuse pour nos deux ingénieurs présents. Mais ce qui est intéressant à travers ça, c'est de comprendre pourquoi on voit ça dans certains secteurs. Mon explication, pourquoi je vous la donne, puis ça va revenir aux obstacles, c'est qu'on aime beaucoup se définir, j'aime beaucoup moi, la théorie en psychologie des in et des out group. D'avoir un bon in group et de savoir qui est ton out group, ça te permet de te définir et de te sécuriser. Moi, je suis comme ça, puis l'autre bord, il y a ceux qui sont différents. Il y a quelque chose de le fun dans sa valeur de dire, moi, je suis un philosophe. Moi, je suis quelqu'un qui pense. Puis les autres, ben, ils pensent pas. Je dis pas qu'on dit ça, là, mais il y a quelque chose qui est très clairement défini. Et moi, quand j'étais étudiant, on le vivait en philosophie, on le vivait ailleurs, on le vivait pas juste en philosophie. On aime ça, se bomber le torse de ce que nous sommes, puis dire ça a de la valeur. Puis pour que ça ait de la valeur, malheureusement, et selon moi c'est très immature, la valeur se jauge à la hauteur de l'autre à côté. Fait que plus il est bas, plus j'ai de la valeur. Selon moi, ça part pas. Alors, dans les obstacles en philosophie, c'est que parfois, je nous inclus, on a nourri un discours très, très élevé. Puis c'est correct, il y a des concepts qu'il faut aborder, puis on ne peut pas les aborder avec des jurons. C'est parfait. Mais j'ai toujours beaucoup aimé ce qui était vu parfois par certains de haut, la philosophie pour enfants. Puis j'ai jamais compris pourquoi c'était vu de haut. Pourquoi? Parce que ça revient au pourquoi. Ça revient à dire à des enfants, la philosophie, c'est dans ton quotidien, de l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, à partir du moment où tu es capable de penser. Dans mon cas, c'était autour de 12, 13. Mais à partir du moment où tu es capable de te demander pourquoi, ben, il y a quelque chose d'intéressant qui est nourri, il y a une curiosité qui est nourrie, il y a une recherche du savoir, il y a une recherche de la compréhension, et qui fait en sorte que, je pense, est la plus grande façon pédagogique d'expliquer à des tout-petits que la philosophie va être dans leur vie du début jusqu'à la fin de leur vie. Et comme philosophe, on a regardé de haut, certains, la philosophie pour enfants. Parce qu'on n'était pas là dans des grandes pages d'Hegel, avec des concepts très compliqués, puis qui méritent d'être débattus, qui méritent d'être recherchés, qui méritent d'être étudiés, qui méritent d'être publiés, pour lesquels on mérite de faire des mémoires. Mais on a vu ça comme si c'était pas de la philosophie pour certains, et selon moi, c'était une grave erreur.
C'était un des obstacles qu'on s'est mis nous-mêmes sur notre chemin, en essayant de se dire hey, la philosophie c'est important, puis la faculté elle doit perdurer, puis attirer du monde c'est pas facile, il faut montrer notre valeur, puis il y a tout un paquet de raisons pourquoi. Mais des fois on a un peu oublié que si on ne le fait pas avec les gens, ça se peut que où on se place, ben, ils nous placent là, puis ils nous laissent là. Alors que la philosophie a tellement apporté, des tout petits jusqu'à l'étude d'Hegel ou de Kant ou de n'importe quel philosophe que vous avez envie d'étudier. Pour moi, à votre question, c'est le principal obstacle qu'on s'est donné. On n'a pas vu ça comme un continuum, on a vu ça en classant les choses. Pas tout le monde. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas un doyen qui a décidé ça, c'est pas un prof qui a décidé ça. On voit ça partout. Mais en étant, je pense, pas capable de contrecarrer cet effet de non-continuum, je pense qu'on s'est nuit. Ça ne veut pas dire que c'était voulu. Ça veut juste dire qu'on a le devoir de dire, puis moi je m'en cache pas, mais je le fais pas parce que c'est sexy. La philosophie fait une différence dans ma vie. Pas juste parce que j'ai étudié, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre le monde dans lequel on vit. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir, à connaître, que plein de thèmes que je vous parle, Aristote, il y a 2500, 2400 ans, a déjà pensé à ça. Bien avant moi, puis il a déjà rendu pas mal plus mieux expliqué que moi je peux le faire. Je sauve pas mal de temps à savoir qu'il y a des gens qui ont déjà pensé à ça, qui peuvent m'amener plus loin. Je pense que si on a un devoir ensemble, c'est de la rendre digestible, cette philosophie-là. On a un prof de cégep ici, un ami, ça fait longtemps qu'on se connaît, qui enseigne philo 1 au cégep. Philo 1 au cégep, ça devrait être un cours extraordinairement trippant. Ça devrait être un cours extraordinairement trippant. Oui, il y a un curriculum, là, mais chaque élève devrait sortir de là en se disant c'est cool. C'est intéressant. C'est une occasion en or qu'on a de tracer ce continuum. On n'est pas à philo pour enfants, on n'est pas non plus au cours de doctorat. Et heureusement qu'il y a des enseignants pour le faire, heureusement qu'il y a des enseignants pour le rendre, pour le mastiquer, puis démystifier cette idée que la philosophie, c'est quelque chose de loin. Mais non, c'est quelque chose dans ton quotidien. C'est quelque chose tous les jours. Utile. Hein? Pourquoi c'est utile pour moi? Parce que je vais faire un petit détour. À la fois ma culture, mes parents, mais aussi la philosophie, m'ont appris à repositionner le je à sa juste place. C'est-à-dire pas très grand. On est des êtres centrés sur soi. Évidemment, on comprend le monde à travers notre propre lorgnette, nos propres sens, à travers notre propre expérience. Il reste quand même que je pense que la philosophie est utile pour nous rappeler qu'une cité, ça ne se bâtit pas à coups de je, mais avec des gens qui font un nous. Et ça suppose de quitter un peu le je. Ça suppose de quitter cette compréhension du monde uniquement par soi, mais d'approcher la compréhension du monde, pas juste uniquement par ses sens, pas juste uniquement par son expérience, mais par ce que l'autre en voit, par ce que l'autre en entend, par ce que l'autre amène par sa richesse à la compréhension du monde que je peux en avoir. Pourquoi je vous parle de ça? Je l'ai toujours dit, c'est pas une phrase politique. Puis ça ne veut pas dire que j'ai été parfait, mais c'est pas ça que je dis. Mais j'aime mieux perdre que transgresser une ligne qui est celle de vouloir gagner à tout prix. Et c'est là que je rejoins la question de l'utilité. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de plus grand que soi auquel on travaille, qui s'appelle une communauté, une cité, dans le cas de la politique municipale. Ça veut dire qu'il faut accepter. Je ne serai jamais d'avis, puis la philosophie m'a été très utile pour ça, que j'ai absolument raison. Je ne serai jamais d'avis que je suis moi le protecteur contre le mal. Je pense que là, quand les politiciens s'en vont là, ils versent dans un côté très obscur. Puis on pourra reparler de Macron. Mais je ne dis pas qu'il est rendu là, je peux juste dire. Puis je vais expliquer un peu pourquoi, dans le contexte politique, il y a quelque chose de très difficile à contrer. Mais je pense qu'il faut, comme politiciens, se ramener toujours sur le plancher des vaches, que nous ne sommes que les serviteurs de quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est pas une mission personnelle. C'est un engagement. C'est quelque chose auquel on donne, auquel on contribue. Mais ce n'est pas une mission pour soi.
Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des politiciens qui ont fait des grandes choses en ayant un peu de ça. C'est jamais blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris là-dedans. Et je me suis fait un devoir de respecter cette idée que... Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on a mis la taxe sur l'immatriculation, je le savais bien que c'était un foutoir. Là. Je le savais bien que c'était pas facile. Puis qu'à mettre ça à 1 an des élections, de façon politique, c'était un très mauvais calcul. Et en même temps, si on fait juste des calculs politiques, je pense qu'on ne construit pas une grande cité. Si on fait juste des calculs pour assurer sa réélection, je ne suis pas en train de dire que je fonce comme un épée en faisant n'importe quoi. Il y a un équilibre, c'est pas ça. Mais je trouvais que ça valait la peine de construire quelque chose qui, oui, n'était pas si facile à vendre que ça, et qui pourrait s'expliquer en disant on le fait pour servir des gens qui en ont grand besoin. Puis oui, il y a une conséquence qui est celle d'une taxe, mais qui sert à quelque chose de plus grand que juste cette idée de dire « Ah, ça ne soit pas apprécié, je le ferai pas ». Parce que pendant 40 ans, on ne l'a jamais fait. Puis qu'est-ce qui est arrivé? On a fait un statu quo, notamment à servir en transport la couronne nord de la ville. Puis on se retrouve avec l'effet délétère, qui est celui de gens dans la couronne nord qui disent « Il n'y en a pas pour moi. Je ne suis pas bien servi. Cette ville-là, elle est à 2 vitesses. » Ben oui, moi je pense qu'il faut parfois avoir le courage de dire « Ça se peut que ça ne soit pas apprécié. Ça se peut que ça soit difficile à vendre. » En même temps, si on veut construire une cité, on ne peut pas juste le faire en calcul pour assurer sa réélection, pour faciliter sa voie vers le fait de gagner une élection. La philosophie m'est utile pour ça, pour viser quelque chose de plus grand. L'amour de la sagesse, l'amour de la cité, c'est pas l'amour de soi. C'est pas l'amour de son jeu. Puis je ne demande pas d'amour envers moi, là, inquiétez-vous pas. Là. Non, mais c'est pas un communisme d'abeilles ou de fourmis, ou, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est aspirer à ces fonctions-là, il faut le faire pour servir. Puis je ne mérite pas un buste, puis je ne mérite pas d'être... c'est pas ça. Genre, je suis très bien servi dans une cité où les gens peuvent s'épanouir, où il y a égalité des sexes, où les gens ont des opportunités, où peu importe ce que tu vis, tu mets un genou au sol, tu es capable d'avoir de l'aide, et tu es capable de compter une main, puis tu fais partie d'une communauté plus grande que toi, parce que j'ai des enfants, puis que de voir que mes enfants vont pouvoir s'épanouir à leur volonté, dans une cité extraordinaire, ça m'enrichit beaucoup, puis je le fais aussi pour ça. Mais, je pense qu'il ne faut pas oublier, et la ligne est fine, et à tous les jours, il faut se demander, est-ce que j'ai dépassé la ligne? Puis oui, il y a des jours où je l'ai dépassé. Oui, il y a des jours où j'ai dépassé cette ligne, où je me disais, j'ai quitté le bien commun pour répondre à des impératifs égocentriques. C'est la nature humaine. Puis il faut la dépasser parfois, la ligne, pour se dire, je suis allé trop loin, il faut que je revienne. Le doute. Vous me parlez d'utilité, là. On m'a appris le doute. On m'a appris à douter. Puis douter, en politique, c'est l'arme des faibles. Douter en politique, c'est un mauvais leader. Je sais que c'est grossier, puis c'est pas nécessairement ce que vous pensez, vous, mais regardez encore malheureusement, dans les stéréotypes, on n'aime pas ça des gens qui doutent. On n'aime pas ça des gens qui doutent. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il ne sait pas quoi faire. Il manque de leadership. C'est fascinant quand même. Douter, c'est manquer de leadership. Ça n'a aucun rapport. Douter, c'est accepter de dire t'es pas d'accord, puis ça se peut que tu aies raison. T'es pas d'accord avec ce que j'ai fait, puis ça se peut que tu aies raison. Puis je vais vous donner un exemple très concret, Leo Dorchester. Si vous avez suivi un peu le débat, c'est un immense débat. C'est un immense débat. Il y a un programme particulier d'urbanisme qui promet maximum 10 étages. Il y a un promoteur qui dit « j'en veux 20 ». Puis ça s'explique, c'est pas un crosseur. La vie n'est pas faite de gens qui veulent nous abuser. Ça s'explique dans sa réalité à lui. C'est une réalité qui est la sienne. C'est un terrain contaminé, il faut le décontaminer, il y a des coûts à ça. Lui, il dit « je peux, j'ai besoin de ça ». Tu as des petits citoyens qui disent « on peut pas, même à 10, c'est trop ». Puis tu essaies de trouver les voies de passage. Puis les voies de passage, on va parler de vérité, là, c'est une question que vous m'avez posée. Là. Les voies de passage, elles ne sont pas toujours si claires. Je fais un bref aparté. Là. Je déteste cette expression qu'on entend souvent, ma vérité. Hey, niaise-moi pas avec ta vérité. Là. C'est pas une vérité, ça. Il existe la vérité. Tu peux avoir, par contre, tes impressions, ton opinion, ta vision des choses. Il n'y a pas des vérités sur une situation. Il y a des regards, il y a des perspectives. Il reste quand même qu'il y
Il y a quelque chose d'absolu. Donc, elle est où la vérité sur Dorchester? Je ne le sais pas. Puis oui, on a douté. Puis oui, on a douté beaucoup. Puis on a questionné, puis on a entendu, puis on a écouté du monde, puis on a essayé de trouver une voie de passage qui permet quoi? Qui permet dans un quartier présentement qui a grand besoin d'apport économique, de souffle, dans un contexte de crise du logement, où on a besoin de créer du logement. On a besoin présentement qu'un taux d'inoccupation en bas de 1%, et dans les logements moins chers, les étudiants qui en cherchent, vous le savez, là, à 1 000 $ et moins l'appartement, le 4,5, c'est très dur à trouver. On est à des taux d'occupation autour de 0. Bien, vous avez un contexte d'offre et de demande qui fait en sorte de faire monter les prix, mais aussi de ne pas trouver de gens qui ne peuvent pas se loger. C'est un réel enjeu. Et c'est un enjeu même qui crée l'itinérance qu'on essaie de combattre. Alors, dans ce dossier très spécifique, douter, ça a été vu par plusieurs comme un signe de faiblesse. Comme s'il avait fallu, au départ, savoir exactement ce qu'il fallait. Mais savez-vous quoi? Dans ce dossier-là, la vérité n'existe pas. Il existe des voies de passage, des compromis. Il existe des choix. Puis quelqu'un aurait pu dire, ce sera 10 étages, ça aurait pu être un bon choix. Quelqu'un aurait pu dire, ça va être 20 étages, ça va être un bon choix. Nous, on a arrêté à 17. Puis après ça, on peut en débattre. Puis savez-vous quoi? On peut en débattre encore 6 heures. Vous allez avoir autant de raison que moi. Mais à un moment donné, il fallait faire un choix, il fallait trancher. Mais je reviens à le pourquoi. Dans toute cette démarche-là, le pourquoi a été fondamental. Qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, on veut contrer la crise du logement. Oui, on veut amener un souffle à Saint-Roch. Oui, on veut amener un apport économique. Oui, on veut créer de l'enthousiasme dans un quartier qui est en arrache présentement et qui a bien besoin d'air. Est-ce que c'est la bonne ligne? Votre opinion vaut la mienne. Mais je reviens au doute. Je me permettrai toujours de douter. Je rentre le soir chez nous et je repense à ce que j'ai fait dans la journée et j'ai aussi des doutes. Et je pense que c'est un signe de force d'être capable de douter. La philosophie m'a appris ça. Elle a été utile. Et si vous avez appris à vos étudiants à douter, aux jeunes que vous avez rencontrés à douter, vous avez fait œuvre utile. Parce qu'on vit dans un monde où il ne faudrait jamais douter. C'est fascinant. Là. On vit dans un monde où il faudrait savoir. Mais pas trop. Mais savoir. Mais pas trop. Non, mais elle n'est pas facile à placer la ligne. Hein? D'autres questions qui ont été amenées. Je vous ai parlé de niche. Pourquoi je ne veux pas faire de la politique de niche? C'est que je pense que ce n'est pas de citer dans une niche. Je pense qu'il aurait été facile de faire d'autres choix pour mobiliser notre base. C'est comme ça qu'on parle en politique. Et je ne crois pas à ça. Ça revient à cette idée de quelque chose de plus grand que soi, qui n'est pas pour soi, qui n'est pas pour sa niche et sa communauté. Moi, je crois à la politique où on est capable d'exprimer des idées. Je crois à la politique où on est capable d'avoir des projets qui se matérialisent, des visions qui se matérialisent dans des projets. Mais il reste que je pense qu'on ne peut pas gérer une ville pour sa gang. Parce qu'on revient à un jeu un peu plus grand que juste moi, un peu plus grand que l'individu, mais beaucoup trop petit pour créer une cité extraordinaire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, je peux reprendre l'exemple de Dorchester, ça aurait été plus facile politiquement de dire non, ça va être 10 étages. Parce que ma gang, les gens qui nous élisent, les gens qui sont proches de nous, c'est là qu'ils sont. C'est là qu'ils sont. C'est là qu'ils sont. La réponse, elle était là. Politiquement, le calcul, facile à faire, c'était ça. Électoralement, c'était gagnant. Je suis pas capable. Je suis pas capable de me résoudre à faire des calculs électoraux. Ça veut pas dire, je vous le répète, là, on essaie d'être stratégique, on ne rentre pas la tête dans le mur en regardant pas. Mais je pense qu'il faut quand même, face aux grands enjeux, créer un monde qui est plus grand que soi. Viser à quelque chose de plus grand que soi et non pas juste se protéger les fesses, protéger son salaire, protéger sa job, protéger sa réputation. Les gens disent, OK, dans un contexte électoral, c'est une question qui était souvent posée avant, on me la pose plus parce qu'il était tanné de ma réponse. On m'a demandé, ça va être quoi votre legs? Puis ma réponse était super plate. Parce que je disais, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas le leg. D'abord, ce n'est pas le leg d'une personne. Je travaille avec une équipe extraordinaire, des conseillères et des conseillers dédiés, qui sont beaucoup moins visibles parce qu'on aime beaucoup personnaliser à travers la lunette médiatique la question politique, mais sans qui je ne suis pas capable de rien faire. J'ai un directeur de cabinet extraordinaire, j'ai une équipe dédiée.
Il y a 15 personnes qui travaillent avec moi pour faire en sorte que ça fonctionne. On a 12 élus, on a une administration, on a des employés. Il n'y a rien qui se fait seul. Fait que le legs d'une personne, non? Permettez-moi de dire que c'est galvaudé rare. Puis en même temps, je ne crois pas non plus à des legs d'individus. Je crois à une communauté qui avance, à une communauté qui prend un témoin à un endroit face au défi, qui le fait avancer, puis que d'autres vont prendre après. Ça donnait une réponse plate. Les gens aimaient ça que je dise un centre Vidéotron. Les gens aimaient ça que je dise, je sais pas, une tour Eiffel. Puis j'ai jamais dit ça. Ça, c'est la philosophie aussi. Cette idée de dire, je fais de la politique aussi, parfois je réponds pas à ce qu'il m'a demandé. Je réponds pas à ce qui est facile, parce que j'essaye à ma petite mesure, de faire en sorte qu'on élève le débat, qu'on arrête de penser qu'un seul homme ou une seule femme change tout. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas qu'une personne. Ça se fait qu'une communauté qui avance. Puis, oui, parfois, c'est moi qui ai pu donner avec mes collègues élus, mes collègues du cabinet, une impulsion. Oui, parfois, on a pu amplifier une vision. Pourquoi j'ai adhéré au tramway? C'est même pas quelque chose sur lequel on va m'attribuer la paternité. Là. C'est venu avec M. Labon. Mais parce que c'est aussi de la philosophie de se dire, qui est corrélé à ce que je viens de vous dire, là, que si à chaque fois qu'on arrive, on a besoin que notre ego mette cette empreinte et tasse tout ce qui était là avant pour amener son soi comme étant extraordinairement grandiose et qu'on a tout changé par soi uniquement avec moi, puis qu'il faut mettre ce qui était là avant de côté, ben on ne construit pas une grande cité. La science, les faits nous disent que c'est le meilleur moyen de transport qu'on a besoin d'avoir présentement en fonction de où nous sommes rendus dans cette ville, que ces effets vont être multiples, notamment économiques. Mais la philosophie m'a appris à aussi dire on va porter un projet, même si t'en as pas la paternité, c'est pas grave. J'ai pas besoin que dans 30 ans, on dise que ce soit à cause de moi. J'ai besoin dans 30 ans de dire avec d'autres, j'ai fait tout ce que je pouvais de mieux pour contribuer à une ville plus grande que moi, qui sert des intérêts beaucoup plus variés que les miens. Et ça aurait été plus facile électoralement de le laisser tomber, ce tramway-là. Ça aurait été tellement plus facile. On se serait évité tellement de troubles. Je vous jure, là, un jour on écrira ça dans un livre, là, pour plein de raisons. Parce que c'est pas facile, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a du monde qui ne l'aime pas, parce que les transports collectifs, ça n'a pas toujours la cote, parce que des fois, collectivement, on l'a mal vendu, parce qu'il y a des radios qui en font l'anti-promotion tous les jours, parce que. Le bien commun, c'est de dire, si on ne travaille pas à quelque chose comme ça, ben, on va recommencer à chaque 4 ans ou à chaque 8 ans, puis on n'arrivera à rien. C'est intéressant de parler de Machiavel, parce que Machiavel est, à mes yeux, puis mes professeurs pourront me chicaner, mais le machiavélisme a perdu beaucoup de ses lettres de noblesse en chemin, mais je pense que derrière Machiavel, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est dur, puis j'imagine même pas comme président français à quel point ça doit être exponentiel par rapport à Maire de Québec. C'est dur de ne pas s'arrêter à l'ego. Je ne dis pas qu'il est là. Je fais juste dire, je vous laisse en juger, je fais juste dire, j'ose même pas me mettre dans ses souliers. Tous les jours de votre vie, on vous fait à croire que vous êtes la personne la plus importante de l'univers. J'exagère à peine. Pas. Mais des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, des gens qui vous disent qu'ils vous aiment pas, mais c'est facile de ne pas les écouter. C'est facile de ne pas douter. Des gens qui vous ouvrent la porte. Vous arrivez à un endroit, vous êtes toujours le premier servi. C'est con, là, mais tout ce qu'on fait dans notre vie, on est traité, entre guillemets, comme des petits rois. C'est facile d'y croire. C'est facile de s'éloigner des gens. Et en parallèle de ça, je pense que c'est Romain Gary, mais je pourrais la retrouver, je l'ai ici. En parallèle de ça, vous êtes constamment critiqué. Fait que la Tour d'Ivoire, elle est extraordinairement... C'est un chant des sirènes extraordinaire. Parce que tous les jours, vous êtes critiqué. Fait que si vous doutez, vous vous remettez en question. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et être
ramasser vos dents dans un ziploc parce qu'on vous a démoli et on vous a dit que vous étiez le pire pourri, puis aller faire une conférence de presse, puis dire regardez, c'est extraordinaire, je suis enthousiaste, on va faire telle chose, puis la ville va être belle. Ça se peut pas. Vous avez besoin de vous redonner un peu, ma mère appelait ça de la charniguane, là. Vous avez besoin de vous redonner un peu de coffre pour être capable de présenter quelque chose. Or, vous êtes constamment dans cette dialectique où, d'un côté, il y a du monde qui vous haïsse pour mourir, d'un autre côté, il y a du monde qui pense que vous êtes le roi et la meilleure personne, ou vous le font à croire, même s'ils ne le pensent pas, parce qu'ils veulent être proches du prince, ils veulent être proches du pouvoir. Et par effet de protection, c'est très humain et très facile de quitter ce monde où vous êtes le pire pour vous réfugier et vous protéger dans ce monde où vous êtes le meilleur. C'est pas la bonne réponse. Parce que là, vous n'oscillez plus dans quelque chose qui est très sain. Cette oscillation est très saine, très humaine, mais c'est très tentant. Il y a des soirs où tu as envie de te réfugier à quelque part parce que sinon, de l'autre côté, ça fait trop mal. Puis, je suis sûr que ça va Gary, mais je vais essayer de le retrouver tantôt si ça intéresse des gens. C'est quelque chose qui dit quelque chose comme dans les mots à moi, là, s'endurcir pour être capable de passer à travers, mais pas trop pour pas vivre en vase clos. Ça, c'est juste mes mots. C'est dur, ça. Et pourquoi je parle de ça par rapport à la philosophie? Parce que ça ramène au sens. Comment tu fais pour osciller là-dedans? Comment tu fais comme président français? Comment tu fais comme maire? Comment tu fais comme premier ministre, comme élu? Pour faire en sorte de garder cet équilibre, cette ouverture, cette proximité des gens. Puis à chaque fois que tu vas voir quelqu'un dans sa 5 à 7, il peut te dire « Hey, moi, je suis pas d'accord avec ça, puis vous vous êtes trompé, puis vous auriez pas dû. » À la fin d'une journée, là, ça se peut que tu aies envie d'entendre « Hey, merci pour ce que tu as fait, c'est bon. » Là, c'est l'humain qui parle, c'est l'humain qui est un peu imparfait, beaucoup imparfait. Et j'adore, puis je n'ai parlé souvent, mais j'adore cette métaphore de l'anneau de Tolkien. Parce que je ne sais pas si c'est ce que Tolkien a voulu faire, mais c'est une maudite métaphore politique extraordinaire. C'est une allégorie politique extraordinaire. L'anneau de pouvoir, c'est exactement, en tout cas moi, ce que j'ai vécu et ce que je cherche à repousser le plus longtemps possible, c'est les effets de l'anneau de pouvoir sur soi. Et mon constat pour les geeks de Tolkien, mon constat, c'est qu'on ne peut pas prétendre que l'anneau ne nous influence pas. On peut juste essayer de repousser ses effets le plus longtemps possible. Pardon? Juste une bonne matinée, ça n'arrive pas. Ben, c'est ça, exact. Être proche du pouvoir, ça nous influence. On y laisse un peu de sa peau et on peut se prendre au jeu. Et on finit tous par se prendre un tant soit peu au jeu. Comment on fait pour revenir dans la réalité? Ça prend du monde habile autour de soi pour nous ramener sur Terre. Mais ça prend surtout la capacité d'avoir cette maturité d'écouter qu'on n'est ni le meilleur, loin de là, ni le pire, loin de là. On oscille quelque part entre les deux. Et que pour être quelqu'un qui gouverne, il faut être capable de continuellement osciller là-dedans, entre le doute et certaines certitudes. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu présentes avec certitude, il faut que tu avances, il faut que tu convainques, il faut que tu rallies. Tu ne peux pas juste le faire en doutant, puis en même temps accepter cette oscillation. On n'est jamais là-dedans, je pense, en tout cas mon avis, parce que je suis quelqu'un qui doute, on n'est jamais là-dedans totalement équilibré, on n'est qu'équilibriste. T'oscilles. Et certains d'entre nous, parfois, résidons trop d'un côté, et ça prend des fois des gens pour nous ramener, mais il faut qu'il y ait des écouteurs. C'est pas simple, parce qu'il y a des soirs où tu n'as pas envie d'écouter. Il y a des soirs où tu as envie de dire, avec tout ce que je laisse, tous les sacrifices que je fais, il faudrait au moins qu'il y ait des gains. Fait que tu veux bien essayer de trouver les gains où ils sont, notamment des gains un peu factices que tu es donc bien extraordinaire. Ce qui n'est pas le cas. Tu es juste quelqu'un qui fait de façon imparfaite quelque chose pour la cité, avec d'autres, tu n'étais pas le seul, avec un rôle précis, unique dans certains cas, parce qu'il n'y a pas tant de mères que ça en même temps, et en même temps, avec beaucoup d'humilité que tu dois l'aborder. Qu'est-ce que je n'ai pas abordé? La critique, on a parlé de critique, on a parlé d'opinion. Ça m'attriste encore qu'on soit capable de tricher les faits. Puis je dis pas que je l'ai jamais fait, et je l'ai jamais fait sciemment. Parfois, j'ai dit des informations qui étaient fausses, mais je l'ai jamais fait sciemment. Pour moi, quand je parlais tantôt d'un absolu autour de la vérité, c'est fondamental. Mais ça veut dire que souvent, ce qu'on a fait, c'est se rectifier.
Quand c'est arrivé, on a dit à des journalistes, on vous a dit tel chiffre, c'était pas ça, c'était celui-là. C'était de bonne foi, mais malheureusement, c'était pas la bonne information. Mais je vois des collègues, je vois autour de moi des gens, pour avoir de la tribune, pour avoir de l'audience, prêts à dire n'importe quoi. Et je pense que ça nous nuit énormément. Et je pense que ça éloigne la confiance des gens envers notre capacité à gérer le bien commun. Je pense qu'on doit se faire un devoir de rechercher la vérité. Elle n'est pas toujours saillante, elle n'est pas toujours facile à trouver, elle n'est pas toujours si évidente que ça, mais je pense qu'on doit se faire un devoir de toujours la rechercher. Et la politique, je vais prendre un petit détour, mais Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain, disait une bonne décision, ça se prend avec entre 40 et 70% de l'information. C'est intéressant cette phrase-là, moi ça a changé ma vie de la lire. On aimerait ça, surtout les scientifiques, on aimerait ça se rendre à 90, 95, 99, 100. En politique, c'est très rare. Si vous attendez à 100, vous êtes en général trop tard, puis vous avez perdu beaucoup trop de temps. Parce que vous avez, pendant ce temps-là, 8 autres urgences qui sont arrivées sur votre dossier, sur votre bureau. Entre 40 et 70%. Et elle ne me fait pas peur, cette affirmation-là, parce que, phrase que j'ai dite souvent et auquel je crois, malgré toute cette recherche de vérité, tout ce doute qui m'habite, il faut quand même, si on veut avancer, préférer l'imperfection au néant. C'est une phrase du frère Untel. Il faut préférer l'imperfection au néant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre des décisions entre 40 et 70%, puis on les rectifiera s'il le faut. Mais à la lumière des informations qu'on a parfois, il faut avancer. Mais ça suppose, comme guide, de ne pas être têtu non plus, de ne pas être dogmatique, d'accepter de se remettre en question. Et quand vous le faites en politique, c'est terrible. Je vous jure, c'est terrible. Et une des raisons pourquoi les villes deviennent sclérosées dans leur mouvement, c'est que le politicien ou la politicienne a peur, dit à ses équipes, ne faites pas de gaffe. Les équipes ont peur, veulent être parfaites, elles disent à leurs équipes de ne pas faire de gaffe, et tout le monde se prend une caution d'assurance qui fait en sorte qu'on bouge très lentement. Et une des choses que j'ai amenées à la ville avec mes collègues, c'est de dire on va préférer l'imperfection néant et on va défendre nos équipes lorsqu'on va faire des erreurs. Et quand vous faites une erreur, pas nécessairement la vôtre, mais celle d'une ville, prenons par exemple, si vous avez suivi l'actualité sur la piste de cyclable du Cénacle, une piste qui donne mal au cœur juste à regarder. C'est moins pire quand on l'utilise, mais quand même, le visuel n'est pas très beau. On a été critiqué pendant des semaines de quelque chose qu'on ne referait pas de la même façon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si on attend d'être parfait, on va faire juste le quart de ce qu'on fait présentement. Et on a dit aux équipes, on va vous défendre. On va préférer l'imperfection néant, on va avancer, on va prendre des décisions avec entre 40 et 70% d'informations, et on va corriger, et on va s'amender. Parce que pour moi, il n'y a pas de mouvement dans une cité, ou en tout cas, il n'y en a pas assez, il y a peu d'innovation lorsqu'on est condamné à être parfait. C'est impossible. On travaille avec des différences, on travaille avec des quartiers, on travaille avec des réalités différentes. Et ça suppose, pour moi, ça fait partie de la philosophie, qui est de dire on est capable de décider, on est capable de bouger, on va préférer l'imperfection au néant, et on va se remettre en question. On revient au doute, on va se remettre en question. Et on va accepter les remises en question. Même si en politique, c'est dévastateur, parce qu'on dit, le jour où tu dis que tu t'es trompé, on ne dit pas bravo, vous avez l'honnêteté d'avoir dit que vous étiez trompé. Le maire est un peu bon, il dit lui-même qu'il s'est trompé. C'est bon, on s'en sort jamais. Je vais prendre d'autres questions. Je vais terminer avec ce que j'ai pas réussi à te donner encore. Qu'est-ce que j'ai oublié dans ce que vous m'avez dit? Parce qu'évidemment, mes notes sont tellement mal écrites que j'ai de la misère moi-même à me relire. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié les choses? Ou qu'est-ce qui gêne d'abord? Qu'est-ce qui gêne de différent? Oui. Je viens de vous dire plein de choses. Tout en vrac. Dans un foutoir, un garde-robe terrible. Qu'est-ce que ça vous dit? Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Je suis tombé du côté parfait. C'est vrai. Non, mais d'autres questions, d'autres éléments que ça vous soulève? Oui. À propos de la peur qu'on parlait tout à l'heure, la peur peut aussi induire une prudence aussi, une prudence autour. Mais évidemment. Et le politicien, par nature,
par les mauvaises expériences. Je vais vous donner l'exemple du gouvernement du Québec actuel. Puis vous le connaissez, là, je ne dévoile pas de scoop. Vous avez vu l'histoire des Kings. Des Kings de Los Angeles, on a donné 5 à 7 millions pour 2 matchs hors concours. Ça a créé scandale dans un moment où les finances sont difficiles. Puis bon, c'était-tu un bon choix, c'était-tu un mauvais choix? Ça a été presque unanime à critiquer. Le gouvernement s'est retrouvé sur la défensive. On a une proposition de championnat du monde de hockey junior. Puis le gouvernement fait comme « Oh, du hockey! » Je sais pas. Mais je ne les blâme pas, là. C'est exactement ce que vous donnez. C'est que la peur... Je vais vous donner l'exemple de ministres actuellement qu'on ne soit pas d'accord avec. Je vous jure que c'est inhumain d'être sur la sellette et d'être mitraillé tous les jours, même si vous pensez que vous faites de quoi de bon, là. Je vais vous donner l'exemple du ministre Julien. Je ne suis pas un intime, je ne suis pas un proche, on travaille ensemble. Je sais qu'il fait les choses pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il fait les bonnes choses? C'est à vous de juger, c'est votre vision politique, c'est pas important. Je vous jure qu'il y a un humain derrière. Je vous jure ça, là. C'est pas un robot, OK? C'est inhumain de vivre ce qu'il vit. Ça ne veut pas dire qu'il l'a mérité, pas mérité, il aurait dû mieux faire, pas mieux faire. Je fais juste parler du côté humain, là. C'est intenable. C'est intenable d'être sur la sellette et d'être mitraillé matin, midi et soir, partout. Il y a un humain derrière. Et parfois, on pense que derrière la politique, si tu as mis ta face sur une pancarte, ben, tu mérites de recevoir tout ce que tu pourrais recevoir. Moi, je pense que ce faisant, on a le contraire de ce qu'on veut. La peur s'installe, la crainte, on arrête d'agir. Et aussi, on dit à plein de gens qui auraient peut-être un intérêt à venir construire la cité, fais bien attention, c'est ça que tu as envie de vivre. Et je pense que ce faisant, on se tire dans le pied. Je pense que la philo m'a appris la nuance. À l'ère des médias sociaux, vous allez convenir avec moi que des fois, il nous manque un peu de nuance. On a besoin de nuance. Quelqu'un n'est pas pourri, puis quelqu'un non plus n'est pas un héros. Il y a des gens qui font le mieux qu'ils peuvent, puis des fois ils se trompent, puis c'est correct de leur dire, mais cette idée de ramener toujours, ah, ça c'est le pire ministre que la capitale a eu, ever, puis tout ça, pourquoi on fait ça, là? C'est vraiment ça? C'est vraiment comme ça qu'on veut traiter les femmes et les hommes en politique? Ça veut pas dire qu'on est d'accord. Je suis pas en train de vous dire, il est bon, il est pas bon, là, j'ai mon opinion. Moi, il est là, dédié, avec une volonté qui est la sienne, de faire le mieux possible, puis il donne son meilleur. Après ça, vous pouvez être en désaccord, pas dire qu'il ne fait pas les bonnes choses. Ça vous appartient. Je ne veux même pas influencer votre jugement. Mais la nuance, c'est aussi envers les femmes et les hommes qui s'engagent. C'est aussi envers les débats politiques qu'on doit faire. C'est aussi envers cette capacité collective qu'on a de débattre. Et après, une fois qu'on l'a bien fait, bien, se rallier. Parce que juste débattre, ça fait aussi qu'on n'avance pas. D'autres commentaires? D'autres questions? Oui? J'aimerais vous entendre sur la ligne de parti. Ouais. Et sur les électrons libres. Ouais. Alors, la ligne de parti. Nous autres, quand je suis arrivé, on était 7 élus sur 22, on était minoritaires. Puis il y a des gens qui se sont ralliés à nous de 2 autres partis différents, qui fait que maintenant on est majoritaire, on est 12 sur 22. Et en général, on n'a pas de ligne de parti, mais on en a une. Mais on n'en a pas. Je n'impose pas. Un élu me dirait, moi je ne veux pas voter là-dessus. La discussion est là, mais c'est jamais arrivé. Vous allez me dire, c'est plus facile à 12 qu'à 89, 88 au gouvernement du Québec, là. Moi, je ne suis pas contre la ligne de parti. Je pense qu'il y a des décisions qui peuvent se prendre aussi en tout temps et conscience, mais je ne suis pas contre la ligne de parti dans la mesure où on est capable de ne pas traiter nos élus en plante verte et ils sont capables de participer au débat dans des lieux, puis ça va revenir à une question que je n'ai pas répondu, que vous m'avez posée tantôt, dans des lieux où on est capable de faire ces débats-là. Jean-François Gosselin, on a fait campagne l'un contre l'autre. On est capable de travailler ensemble. Il y a des gens qui l'ont traité de transfuge. Je ne sais pas. Il a juste décidé, avec sa vision, sa couleur, ce qui est important pour lui, de venir contribuer à la cité, dans l'exécutif, pour faire avancer les choses, puis il nous a aidé énormément. Est-ce qu'on a, lui et moi, tout le temps les mêmes visions? Non. Est-ce que ça en fait des débats plus riches dans notre comité exécutif? Oui. On fait ces débats-là dans le comité exécutif. On s'ostine, on débat, il amène sa couleur, j'amène la mienne, d'autres, nos femmes le font, Mélissa, plein d'élus le font, on ne sont pas d'accord. On a des débats âpres, des débats vigoureux, des débats pas faciles à régler. Puis il y a des décisions qu'on a dû surseoir parce qu'on n'était pas capable de se rallier. Mais une fois qu'on s'est rallié,
ben, parfois, moi, je prends des décisions que c'était pas exactement la mienne, mais le caucus m'a convaincu, ou telle partie du caucus m'a convaincu. Et inversement, il y a des fois que c'est moi qui les ai convaincus, et on adhère à quelque chose de plus grand que nous, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on débat, parce qu'on a eu les lieux pour le discuter. Alors, ma réponse est en demi-teinte. Je pense que c'est possible d'avoir une ligne de parti, parce que pas l'avoir, c'est aussi un paquet de gens qui font « Ah, vous n'êtes pas d'accord avec l'autre enseignant, donc c'est ça, donc vous ne l'aimez pas, donc vous n'êtes pas d'accord. » Et ça devient super stérile. Je pense qu'il y a des lieux pour faire les débats. Une ligne de parti, ça peut être utile. En même temps, il y a des décisions qui peuvent permettre à des élus de voter. Vous parlez d'électrons libres. À chaque élu de décider. On en a, nous, au Conseil des électrons libres maintenant. Puis, ils peuvent être très utiles comme ils peuvent être très nuisibles. Ça dépend juste de comment ils font de la politique, de qu'est-ce qu'ils font. Vous me parlez tantôt de qu'est-ce qu'on communique. La vérité, c'est pas non plus l'authenticité juvénile. Là. Je te vois, je trouve que tu es mal habillé, je te le dis, hey, t'es donc mal habillé aujourd'hui. Oh, mais moi, je suis authentique, je suis sincère. Non. Mais la politique, c'est aussi ça. Il y a des choses qu'il faut prendre le temps. Monsieur le maire, saviez-vous ça? Oui, depuis un mois. Ah, donc vous êtes un menteur, vous ne l'avez pas communiqué. Non, je ne vous ai pas menti. Mais avant de vous le présenter, je vais douter, je vais faire des recherches, je vais aller chercher de l'information, je vais me demander ce que d'autres font, je vais aller voir ce que mes élus en pensent, je vais me donner du temps. Tout communiquer en tout temps, tout le temps, ça n'a aucune valeur politique. Communiquer les choses au moment où il le faut, avec honnêteté et sincérité. Je me souviens d'un sondage où on n'avait pas caché l'information, on ne l'a pas dit par rapport à un résultat de sondage sur le tramway. On ne l'a pas caché, il était dans le document, mais dans ma présentation, je ne l'ai pas dit. Hey, on m'a accusé d'avoir caché les faits, puis c'est pas vous, ça, monsieur le maire, puis tout ça. Il n'y avait pas de mauvaise intention. Après coup, j'ai été obligé de me dire, j'aurais dû le dire. Il n'y avait pas de mauvaise intention. J'ai quand même pas dit les bonnes choses au bon moment. Alors, la vérité, je pense, nous oblige à ne pas dire de fausseté, à ne pas mentir. Et en même temps, on a le droit d'avoir un plan stratégique qui fait en sorte qu'on communique les bonnes choses au bon moment où il y a une auditoire pour l'entendre. On travaille présentement sur une politique de sécurité routière qui veut être très agressive dans les quartiers, qui veut être très protection des piétons et tout ça. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à parler de votre politique? Non. Est-ce que je la connais? Oui. On s'en va, puis j'ai donné des enlignements. Maintenant, on va en parler au moment où on va être prêt, au moment où on va être capable de le présenter, au moment où on va être capable d'expliquer aux gens pourquoi on va là. Pourquoi? Pour moi, il n'y a pas de détour à la vérité, il y a juste une façon de stratégiquement penser les choses dans une séquence. On approche la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de me poser comme question? Moi, j'aimerais avoir votre opinion en lien avec les médias. Tu sais, les médias, il y a les journalistes, les chroniqueurs, puis il y a les médias sociaux. Pourquoi il y a les chroniqueurs tant que ça? Avez-vous la réponse? Mettons qu'on se pose la question pourquoi? Ça marche, c'est vrai. Très bonne réponse. Pourquoi d'autres? On est curieux. Oui. Pourquoi d'autres? Ils pensent à notre place. Oui, on aime ça. Oui. Puis, savez-vous quoi? Ça sera tout le temps comme ça. Moi, j'ai pas envie, là, les ingénieurs qui sont dans la pièce ont des connaissances 100 fois plus que moi. J'ai pas envie de me dire, hey, la prochaine fois que vous allez faire un pont, là, je veux donner mon avis. C'est correct d'avoir des gens qui ont une réflexion. Si on parle de logique, Victor Thibodeau est 100 fois mieux armé que moi pour parler de logique. J'espère que c'est lui qu'on va interroger, pas moi. Il y a quelque chose de... Oui, il faut reconnaître à la valeur de ceux qui ont étudié, ceux qui ont réfléchi, ceux qui ont une expertise. Si on parle d'alimentation, mon binôme, ou je suis son binôme, Benoît Lamarche, a 100 fois plus de valeur à un débat que moi. C'est normal. Puis pour pas dire 1000. Alors, il y a une valeur. On aime ceux qui pensent à notre place. Parfois, c'est le fun de savoir. J'ai pas eu le temps de tout Hey, le débat sur les tarifs américains. Je comprends, mais je ne suis pas un économique, admettons, je suis sans dilettante. C'est cool de savoir ce que Chantal Hébert en pense. J'accorde la crédibilité à certains chroniqueurs. Moi, Chantal Hébert, c'est quelqu'un que j'admire. Ben, je suis content d'entendre son opinion. Ça veut pas dire que je vais me calquer sur la sienne, mais elle m'amène une valeur. Alors oui, il y a quelque chose qui pense à notre place, c'est vrai. D'autres raisons. Pourquoi? Il y a une raison pas mal plus basique que ça. Parce que les chaînes d'information en continu doivent faire du bruit. Tout le temps. Il n'y a pas de silence dans une chaîne d'information continue. Le silence, c'est... Chers auditeurs, on va prendre 5 minutes de quiétude. Là, vous avez changé de poste. Hein? On a besoin du bruit.
Alors, il faut l'alimenter, la bête. Pourquoi il est intéressant, là? Il faut l'alimenter, la bête. Alors, il faut l'alimenter avec quoi? Faire du documentaire, faire des grands reportages, ça coûte cher. Les chroniqueurs sont disponibles, sont là, ça coûte pas cher. Alors, mais je ne suis pas contre, hein? Puis je vais revenir plus largement à votre question. D'abord, les médias, même s'ils sont imparfaits, il faut les aimer. Si la philosophie est une, tantôt on en parlait dans votre introduction, peut être un rempart contre les dérives antidémocratiques. Moi, j'y crois profondément. Vous avez raison de pousser dans ce sens-là. Je pense que les médias sont un autre rempart. Avec ses imperfections, avec ses réalités économiques, avec ses impératifs. Et je pense qu'on doit s'abonner à des médias. On doit payer pour des médias. On doit faire en sorte de payer et de s'abonner, même quand on n'est pas d'accord. Même quand on n'aime pas parfaitement. Parce que le nerf de la guerre, si on n'a pas de médias, on s'éloigne, je pense, de la démocratie. On s'éloigne de l'information nécessaire. Et l'information qui est parfois incomplète, qui est parfois biaisée, c'est des humains qui la font. J'aime profondément les médias. Même quand ils me critiquent. Sur le coup, des fois, pas tant que ça, là, mais je me rappelle des interventions sur des articles critiques qui ont été faits à propos des médias. Je n'ai pas fait plus que ses doigts d'une main. Puis c'était pas pour dire je suis pas d'accord, c'était pour dire ben moi je pense que là-dessus il manque tel élément de nuance. Mais j'essaie de ne pas en faire. Parce qu'il faut qu'ils fassent leur travail. Il faut qu'ils soient indépendants. Et je me fais un devoir de répondre à leurs questions. Les points de presse à l'Hôtel de Ville sont parfois 1 heure. Ça me sert pas. J'aurais avantage à contrôler le message, puis des fois je le fais, puis de dire ok, aujourd'hui j'ai une ligne à vous donner, c'est celle-là. Mais je pense qu'il faut être aussi disponible aux médias que possible. Parce qu'ils font un travail qui est nécessaire. Et leur lunette, qui est aussi biaisée que la mienne, mais qui n'est pas plus biaisée que la mienne, est importante. À Québec, on a un écosystème médiatique sur la politique municipale qui est unique au Québec, assurément et probablement unique au Canada. Les autres maires, quand ils voyagent, mettons, je suis allé à San Antonio, il y avait 3 médias avec moi. Les autres maires, il n'y a personne. Des fois, Mme Plante, un média, la presse, et personne. Les maires canadiens, ils font, voyons, 4 médias avec toi pour aller à San Antonio, ils sont là. Ouais. Il y a des fois des conférences de presse où il ne se passe rien, il y a 12 journalistes. Il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas en train de mettre à mort, ce n'est pas un grand projet. Là. Non. Mais honnêtement, on a une richesse. Et cette richesse-là, elle contribue, je pense, à quelque chose d'important. Alors, il faut chérir les médias. Il faut, oui, les alimenter, il faut être disponible. Il faut jouer la game aussi. On a besoin de philosophes des médias. Mais ça suppose que le philosophe, puis je vais faire un détour par votre question, ils sont capables aussi de jouer la game médiatique. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas un philosophe qui est là. Il faut être capable de clipper. C'est pas mauvais de clipper. Il faut être capable de réduire sa pensée parfois à une simple expression. Pourquoi? Parce que ça permet à du monde aussi d'entendre des nouvelles voix, d'entendre d'autres visions, d'entendre d'autres animateurs de réflexion qui nous permettent d'aller plus loin. Il faut voir des philosophes capables de dire hey, ah oui, c'est intéressant, le pourquoi, c'est intéressant ce qu'on amène, c'est intéressant la réflexion, c'est intéressant le parallèle qu'on fait, c'est intéressant le débat que ça soulève. Et oui, on aimerait ça, on aimerait tous ça, que ce soit, les médias soient tous comme le Nouvel Observateur ou je ne sais pas trop quoi, puis qu'à chaque fois qu'on fait un dossier, on en a pour 8 pages. Mais savez-vous quoi? Ça intéresse du monde, puis il y en a, puis heureusement. Mais dans nos vies actives, on n'a pas le temps de lire 60 dossiers de 8 pages à chaque soir. C'est aussi nous autres qui conditionnent les médias. C'est aussi nous autres qui avons le goût d'encapsuler des choses. C'est aussi nous autres qui avons envie, à travers une petite lecture de 2 minutes, de savoir, OK, l'INAF vient de créer, vient d'inventer quelque chose. Parfait, OK, je le sais, on fait la framboise, parfait. OK. C'est sûr que les gens aimeraient ça m'en parler plus, puis aimeraient ça me dire comment ça va changer le monde, puis les diabétiques, puis ceux qui ne sont pas diabétiques, puis les prédiabétiques. Mais c'est pas grave. Parce qu'à chaque fois qu'on est capable d'amener un tant soit peu de nuances, de débat, d'ouverture aux idées, de philosophes qui disent « Hey, il y a derrière ce débat-là quelque chose d'intéressant », je pense qu'on enrichit le débat. C'est imparfait. Je suis sûr que beaucoup de professeurs à l'Université Laval sont toujours frustrés quand ils finissent leur entrevue médiatique. OK, mais c'est ça le contexte. Et on ne changera pas ce contexte-là. Puis c'est pas la faute des médias, c'est aussi notre faute comme humain. On veut quelque chose de vite, il y a beaucoup d'informations.
mais on a profondément besoin des médias. Et ça veut dire qu'il faut aussi les aider à nourrir ce besoin insatiable, mais important, je pense, mais ce besoin insatiable d'information. Et tant mieux s'il y a plus de philosophes qui y vont, tant mieux si on y va, si on amène les questions, tant mieux si on est capable de ne pas se parler comme on se parle dans une thèse de doctorat, parce que c'est vrai que dans une entrevue de 5 minutes avec 8 questions, on ne pourra pas faire un débat extraordinairement long ou amener toutes les nuances. Mais on aura déjà fait quelque chose d'intéressant, c'est de ramener la philosophie où parfois elle a besoin d'aller, c'est-à-dire dans le concret, dans le quotidien, de rappeler aux gens qu'être philosophe, c'est cool, que faire de la philosophie, c'est intéressant, que ça nous amène à réfléchir plus loin, à comprendre les pourquoi, puis que ça nous invite peut-être à aller en savoir un peu plus, parce qu'on vient de me parler de Tocqueville, ou parce qu'on vient de me parler de Hobbes, ou parce qu'on va juste parler d'un concept sans le rattacher à un philosophe, mais que la philosophie, c'est dans nos vies. On a jusqu'à 7 heures, je pense, vous êtes dans les derniers mails. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que là, vous êtes là, c'est le temps de le dire. Moi, je suis venu chercher ça, ça fait 1h20, je l'écoute, puis il n'a pas encore parlé. Je commence à être pas mal frustré. Oui? Votre tolérance pour les médias et l'information minute est à quelque part admirable, mais vous avez fait l'éloge de l'importance du pourquoi, et même pour vous-même, de vous forcer à vous demander si chaque jour vous avez outrepassé certaines limites. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là une petite tension? Oui. Et quel est le rôle du municipal? Quel devrait être le rôle du municipal? Est-ce qu'il a un rôle dans le fait de créer des institutions qui peuvent, disons, matérialiser ce pourquoi, matérialiser ces instants où il faut reconsidérer les choses? Oui. C'est une extraordinaire question. Oui, le municipal a un rôle. Une des critiques qu'on reçoit, c'est parfois vous écoutez pas. Et ça sous-tend l'idée que si on écoute, ça veut dire qu'on applique. C'est pas nécessairement vrai. Quand on fait des consultations, il y a de la place pour ça. Des consultations publiques. On a fait plus de consultations publiques depuis 3 ans qu'il n'y en a jamais eu depuis 10 ans à Québec. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il y ait cette place ouverte pour dire « je vais débattre ». Je vais dire « je ne suis pas d'accord » sur ma rue, sur mon quartier, sur le déneigement, sur le vélo, sur je ne sais pas. Alors, ça impose une charge aux élus énorme. On a même atteint la limite, on l'a même dépassé, parce que 80% des gens arrivent là avec ces intentions-là, et 5, 10, 15% des gens arrivent là avec une charge émotive qui fait en sorte que c'est parfois insoutenable. Et pour les élus, moi j'en fais moins qu'eux autres, parce que les autres, c'est leur responsabilité. Cette charge, cette responsabilité que nous avons, elle finit par être handicapante. Parce que on a encore à apprendre à débattre, on a encore à apprendre à nommer des choses, on a encore à apprendre à pas toujours amener une charge émotive dans les choses. Puis là, j'ai pas besoin de faire les parallèles avec la philosophie, je pense. Mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas assez suivi les cours de philosophie 101 et qui arrivent avec « je suis contre, vous êtes de la merde, vous êtes des corrompus ». Oh, t'as le droit d'être contre. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu penses qui n'est pas bon? Pourquoi? Qu'est-ce que tu comprends? C'est pas simple. Mais oui, on a une responsabilité de le faire. On a une responsabilité de le faire avec les citoyens. On a une responsabilité de le faire dans ces lieux-là qu'on crée pour permettre cette nuance-là. Et moi, je pense, étant par ma fonction le plus médiatisée, j'essaie d'exercer cette responsabilité-là en amenant aussi parfois des questions, en amenant pas toujours des réponses, en amenant le doute, en amenant le dire « ça, je la sais pas, la réponse », en amenant cette capacité de ne pas toujours être dans la charge émotive ou pas toujours l'attaque. Je suis pas en train de dire que je réussis tout le temps, mais c'est quelque chose pour lequel on m'a affublé d'avoir un temps soit peu réussi, c'est cette idée d'être pas toujours dans la charge émotive, mais dans le débat, dans le questionnement, d'accepter les remises en question, dans la pédagogie, qui, je pense, permet. Mais malgré ça, je vais vous donner un exemple de ça. C'est très facile d'accuser les autres de positions très dogmatiques, parce que ça va en plus. Pourquoi une radio, entre autres, est toujours dans la colère? Bien, parce que ton auditoire, il revient, là. Pourquoi ce débat identitaire sur les pistes cyclables, comme si on avait enlevé 50% de l'espace de stationnement à Québec, on n'a pas enlevé, on a enlevé moins de la moitié d'1% des espaces de stationnement total à Québec.
Sur les milliers et les dizaines de milliers d'espaces, là, ça se compte minimalement. Pourquoi il y a des gens qui ont avantage à nourrir cette haine-là? C'est un peu comme dans Astérix, quand les deux Égyptiens alimentent les troupes, on vous veut du mal. On veut vous enlever ce que vous êtes. On revient à la question de sécurité de départ. Hein? Le maire veut vous enlever votre char, veut vous enlever votre auto, veut vous enlever votre identité, veut décider d'aller faire du vélo. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit, je m'en fous, vous ne vouliez pas faire du vélo, ça vous appartient. Moi, ce que je mets, c'est des conditions en place que vous puissiez vous déplacer de la façon qui vous convient et que ça soit fluide, peu importe la façon qui est la vôtre. Après, vous choisirez. Ça revient à la mobilisation intrinsèque versus la mobilisation extrinsèque. Je ne crois pas à la mobilisation extrinsèque. Je ne crois pas à cette idée. Et la gauche, parfois, tombe dans ce piège de savoir à la place d'eux. Moi, je sais ce qui est bon pour vous. Je n'habite pas chez vous. Je ne connais pas votre réalité, mais je sais ce qui est bon pour vous. Puis voici comment vous devriez vous déplacer. Ça me met en pétard. Je ne sais pas comment vous devez vous déplacer. Je ne connais pas vos conditions. Je ne connais pas comment vous vivez. Avez-vous des enfants, pas d'enfants? Avez-vous 8 arrêts à faire ou pas? Habitez-vous loin? Habitez-vous proche? Avez-vous le vélo? Avez-vous une bursite? Ça vous appartient. On met des conditions en place que vous ayez du choix et de la fluidité. Or, certains aiment beaucoup aller dans ce dogmatisme, notamment une radio, pour dire « le maire est un dogmatique ». Ce que je n'ai jamais aidé. C'est compliqué, ça. Parce que le message ne se rend pas tant que ça, parce qu'il y a des gens qui écoutent d'autres porteurs qui trichent le message. Alors, comment tu fais dans ce cas-là pour rétablir les faits? J'ai pas la réponse. D'autres questions? Il reste quelques minutes. Oui. Bruno, on le dit, là, toi, tu es dans ton auto, peu importe, tu écoutes le message, c'est pas le bon. Moi, là, j'en ai déjà parlé, des fois, ça m'en-maudit. Toi, là. Mais c'est ça le but, hein? Le but, c'est de te mettre en maudit. C'est réussi. Mais toi, tu arrives à faire la part des choses? Ben, oui et non, dans le sens où... Tu sais, à un moment donné, il y a un parti d'opposition qui s'en va en conférence de presse et qui dit la ville est en défaut de paiement, elle ne sera pas capable de payer ses employés d'ici 2 semaines. Il n'y a rien de plus faux. On n'a jamais été proche en défaut de paiement. Nos employés ont toujours été payés. Et là, tu te dis, ben, c'est trop gros. Je vais-tu réagir à chaque fois que quelqu'un dit une énormité? Fait que, à un moment donné, tu ne réagis pas. Est-ce que tu n'es pas en train, se faisant, de le cautionner? Je ne sais pas, il y a où l'équilibre. Puis, ça ne peut pas être moi tout le temps qui rétablit aussi les faits. Puis, je le comprends. Sur les médias sociaux, les gens de nuance, à un moment donné, ils se tannent. Tu sais, quelqu'un t'affirme la philosophie, c'est tout des cons. Non, je vais t'expliquer. Là, tu te fais harceler par une gang de haters qui disent que t'es une élite corrompue, blablabla. T'arrêtes. Tu fais, regarde, il n'y a pas de place au débat. En même temps, ce faisant, ça laisse la place à tous ceux qui animent cette haine-là et qui propagent ces faussetés-là. Et on sait par la science que quand le contrebalancier se fait sur les médias sociaux par un paquet de citoyens, ça amène beaucoup de nuances et c'est lu et c'est apprécié d'une partie de la population. Mais c'est dur comme citoyen de faire ça. Le soir venu, attendez, c'est beaucoup plus compliqué que vous pouvez le prétendre. Je vais vous amener quelques nuances. Il est 8 h du soir, tu fais bon, demain soir, je fais pas ça. T'es en train de te chicaner avec ton fils qui a rien fait. Mais tu cherches quelqu'un pour compenser la colère que tu viens de développer et discuter avec un anonyme. Ouais, non, ça me tente pas. Alors, avec raison, il y a quelque chose qui est vicié, qui nous met en colère, qui nous déçoit, qui triche la vérité. Je n'ai pas la réponse. J'essaye d'amener autant que faire se peut, mais je n'ai pas la réponse. Quelques commentaires finaux, là. Oui? Moi, je suis québécoise de la ville de Québec d'adoption. C'est pas ma ville natale, mais c'est une ville vraiment magnifique. Je suis fière d'habiter ici. Mais un choc qui est apparu quand j'ai déménagé, c'est comment la réalité topographique de la ville a fini, comme la scission entre la haute ville et la basse ville. Je me demande comment est-ce qu'on fait en politique à Québec pour dépasser ça. C'est la question peut-être sous-jacente puis plus profonde, c'est comment est-ce qu'on parlait plutôt dans la création du passage du jeu au nous, on n'essaie pas de tomber dans le piège du jeu, finalement. Oui, c'est intéressant. Oui. Ceux qui connaissent la ville, savez que les fusions municipales ne sont pas encore complètes. Oui, on a fusionné une ville, mais il y a encore, avec certaines anciennes villes, des écarts de perception de la part de gens. C'est facile de dire tout se passe au centre-ville.
On n'a jamais fait autant d'activités culturelles et sportives, on n'a jamais autant investi dans les quartiers qu'on le fait depuis 4 ans. Et ce qui est paradoxal, puis dans ce royaume de l'image et du symbole qui est très fort en politique, il y a des gens qui nous reprochent de ne pas avoir construit un centre Vidéotron. On en avait déjà un, là. Mais de ne pas avoir ça. En même temps, ces entités très centrales-là, ils nourrissent pas les quartiers. Ils nourrissent pas la proximité. Ils nourrissent la centralisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin. On a besoin de Palais-Montcalm, on a besoin d'un grand théâtre, c'est pas ça. Mais d'investir dans un quartier, ça fait en sorte que, pour aux yeux de certains, tu n'as pas de grandes réalisations qui sont parlantes. Et en même temps, on leur dit, c'est vrai, mais c'était délibéré parce qu'on voulait investir dans un quartier et qu'il y en ait partout. Jamais on a fait autant d'activités culturelles qu'on a pitché en périphérie pour que la ville soit servie par tout le monde. Mais ce discours-là, il tient encore. Et ce qui a changé, c'est pas tant la côte, parce que maintenant, si vous êtes à Limoilou, si vous êtes dans Vanier, vous vous sentez pas mal, pas tout le monde, mais pas mal centre-ville. Ce qui fait une différence maintenant, c'est l'autoroute. Le nord de l'autoroute de la capitale est à peu près là où est la scission. Encore. Pas pour tous. Ça veut dire qu'on a à travailler à mettre beaucoup d'énergie pour contrecarrer ce discours facile du in et out group, le centre-ville et nous, les élites et nous la banlieue. J'aime pas le mot banlieue, d'ailleurs, je l'utilise jamais parce que ça vient de lieu banni. Il y a quelque chose de très... ça vient de l'Europe, là, mais il y a quelque chose de très, très fort. J'aime beaucoup mieux la périphérie, la couronne nord, j'aime mieux ça, mais on a un travail colossal à faire pour rallier. Il faut toujours prendre en compte dans nos décisions qu'il y a ce filtre-là pour certains, d'avoir l'impression d'être négligé. Ça va prendre encore des années, mais je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut faire une ville assez unie. Et la façon de faire in et out group très claire, c'est d'attaquer Montréal. Non. Un bon out group, là, les Montréalais. Mais c'est pas simple, mais votre question, elle est légitime. Puis quand on tombe dans le vous, on a perdu. C'est un aller-retour. On est équilibriste. Il est 7 heures. J'espère que vous avez eu un peu de ce pourquoi vous veniez. Je pense qu'on a grandement besoin de divergence, de nuances, de débats, de philosophes. On a grandement besoin de philosophes dans le débat. On a grandement besoin de rappeler à beaucoup de gens à quel point la philosophie peut nous être grandement utile. Ne serait-ce que pour savoir comment on se projette et comment on construit ensemble cette projection, même quand on n'est pas d'accord. Longue vie à la philosophie, encore au moins 90 ans, je pense qu'on a encore besoin pour au moins 90 ans, et certainement jusqu'à 100, j'espère qu'on sera là pour fêter le 100e. Merci à ceux qui la démocratisent, la rapprochent, la concilient avec le quotidien. Je pense que c'est ce qui va nous permettre de créer quelque chose qui nous ressemble et qui s'éloigne de peut-être ce qu'on voit au sud, c'est-à-dire une immense polarisation qui, je pense, ne sert personne. Merci tout le monde.